Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour David Roulin. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous représentez aujourd'hui Art & Build, une agence d'architecture implantée à Bruxelles, Paris, Luxembourg, opérationnelle depuis 30 ans. Vous affirmez aujourd'hui vos compétences au travers de pôles d'excellence qui impriment une identité à votre cabinet et confèrent une singularité à chaque projet qui lui est confié. La dialectique véhiculée par art et construction est le reflet de votre ADN. Elle implique une synthèse créative et méthodologique imprégnée de liberté et de performance, de pensée prospective et de construction, et de prise de risque aussi. Je souhaiterais commencer par l'humain. Dans votre agence, l'on sent que la culture de l'entreprise et la nécessaire notion de rentabilité sont présentes. Art & Build, c'est du lourd, du sérieux. Et vous me corrigez le cas échéant. Et pourtant, vous vous appelez Art & Build et Art d'abord. Alors, comment s'est construite humainement votre agence ? Vous êtes un quatuor de tête, il me semble, qui a entièrement succédé à un autre quatuor de tête, fondateur celui-ci. Comment tout cela a grandi humainement ? D'ailleurs, vous m'avez indiqué lors de la préparation du présent podcast que vous étiez attaché à la notion d'intelligence collective. Vous-même, pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Et avec combien de collaborateurs travaillez-vous ? Comment êtes-vous organisé entre vos antennes à Bruxelles, Luxembourg, Paris ? Avec quel type de clientèle travaillez-vous ? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Merci de votre invitation. Art & Build est une agence qui a 30 ans, donc qui a un certain passé et beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter, en tout cas, sur l'agence. Donc Art & Build est né en 1989, effectivement, de 4 architectes qui se sont associés pour monter cette agence, avec une idée assez simple qui est de dire entre la créativité, c'est-à-dire art, et la maîtrise technique, l'art de construire, il n'y avait pas à privilégier l'un ou l'autre, les deux étaient d'égale importance et il fallait maintenir toujours un équilibre entre ces deux notions. Et donc 4 associés qui ont monté une agence qui a grandi au fil du temps, notoriété belge d'abord, et puis on est venu à Paris il y a une vingtaine d'années et la notoriété a grandi en France et au Luxembourg et puis en Europe de manière générale. Et puis, à la base, c'est un collectif en réalité. Ça s'est fondé comme un collectif, non pas attaché à une personne ou au nom d'une personne, mais un collectif d'architectes. Et au fil du temps, toute une série d'associés sont venus se greffer à l'histoire, jusqu'à même une quinzaine d'associés simultanés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a retrouvé, après 30 ans, un quatuor à la tête de ce cabinet qui, en fait, représente la seconde génération, puisque après 30 ans, il y a une nouvelle génération d'architectes qui sont venus au fil du temps et qui aujourd'hui sont à la manœuvre. Mais ça reste le même esprit, très collectif et très, très large dans notre champ d'expertise, puisqu'on fait autant des bureaux que du résidentiel, que des centres commerciaux, que des hôtels, que des... c'est très très varié. Donc vous répondez à des appels d'offres privés, mais aussi publics, et vous travaillez pour le privé. Voilà. Donc historiquement, on a toujours fait des bâtiments publics. On répond effectivement à des marchés publics, notamment en France, dans le secteur hospitalier. Mais on fait beaucoup de travaux privés. On a beaucoup travaillé avec des promoteurs. Et les promoteurs, aujourd'hui, on sait qu'ils sont des acteurs importants de la ville, du développement de la ville. Donc on continue à répondre avec eux à des enjeux qui sont souvent de grande importance. C'est plutôt des grands projets qu'on gère. Vous avez une fourchette à peu près au niveau mètre carré ? Écoutez, on travaille des projets de 5 000 m² à 250 000 m². Donc c'est
l'empan est très large. Ouais. Et les associés, de quelle manière ils se sont rencontrés, réunis? Vous avez une idée de leur histoire? C'est des histoires différentes les uns des autres. Il y avait d'ailleurs un ingénieur architecte dedans. Et puis, le fait d'avoir eu leur propre activité pendant un temps fait qu'ils se sont réunis parce que à plusieurs, on est plus fort que tout seul dans son cabinet. Et je crois que la logique, elle est un peu la même pour tous ceux qui sont là. C'est de se dire, c'est quand même un métier assez ardu, besogneux, et on est content d'avoir des partenaires avec qui partager les bonheurs, mais aussi les péripéties. Ouais. Et votre parcours à vous, alors vous êtes arrivé dans l'histoire il y a longtemps? Alors oui, moi je suis arrivé il y a très longtemps parce que d'abord je suis né dans un milieu artistique, je suis fils de sculpteur. J'ai grandi dans une maison qu'il a dessinée lui-même, mais aux dimensions du modulor. Donc, j'ai baigné, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et vous êtes de nationalité française ou belge? Je suis belgo-français, puisque ma mère est française et je suis belge. Ouais. Et donc, je suis naturellement, à la sortie des études, quand j'ai commencé les études d'architecture, j'ai rencontré un des fondateurs du cabinet, qui lui-même était plasticien, à la fois artiste et architecte, et qui m'a emmené comme stagiaire à ses côtés. Et c'est là que j'ai commencé à nouer une relation avec le cabinet. Donc c'est assez vieux. D'accord. Et donc vous avez réussi à grimper? Oui, disons que je me suis intéressé très vite à la gestion de l'entreprise, parce qu'une entreprise comme celle-là, qui a aujourd'hui 85 personnes, c'est d'abord une entreprise qu'il faut gérer. Et donc, j'ai fait des formations aussi en gestion d'entreprise. Et je me suis beaucoup intéressé à la notion justement d'intelligence collective, la manière dont on est organisé, la manière dont on communique et quel est exactement l'ADN de l'entreprise, comment on peut la définir, qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on a à dire sur le secteur de l'architecture et de l'immobilier. Et donc, naturellement, on a un processus de désignation interne qui est libre et je me suis imposé au fil du temps, mais comme d'autres auraient pu s'imposer à ma place. Oui. Et donc, aujourd'hui, on est 4 associés et je suis administrateur délégué depuis 2016. D'accord. Et vous êtes diplômé d'une école d'architecture à Bruxelles qui vient des Beaux-Arts et qui est intégrée à l'Université libre de Bruxelles. D'accord. En fait, les écoles d'architecture se sont transformées, se sont détachées de l'enseignement des Beaux-Arts, c'est ça? Exactement. C'est la même chose, si ce n'est qu'on a la chance, nous, de faire de voir comment le métier de l'architecte a évolué en France par rapport à la Belgique. C'est relativement différent, puisque en Belgique, on a le suivi du projet architectural de bout en bout, alors qu'ici, en France, on a eu tendance à dissocier la partie exécution de la partie conception. Ça fait une différence sur laquelle qui nous a permis aussi d'avoir une certaine notoriété en France grâce à... Oui, une crédibilité. Voilà. Vous avez combien de collaborateurs? Alors, en réalité, l'agence de Bruxelles et l'agence de Paris ne font qu'une agence aujourd'hui. Il y a 50 personnes à Bruxelles et 25 à Paris. Mais les deux équipes fonctionnent de manière complètement en synergie complète. Il y a des collaborateurs qui travaillent sur des projets en France et vice-versa. Ce n'est qu'une seule et même équipe. Et d'ailleurs, la période de confinement a démontré que c'était d'autant plus vrai qu'on ne savait plus qui était où, puisque tout le monde était chacun chez soi, quelque part, et connecté. Donc ça fonctionne plutôt bien, de ce point de vue-là. Ouais, donc le confinement n'a pas été trop catastrophique? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Je veux dire, on en tire les enseignements qu'on peut en tirer, mais en tout cas, en termes d'activité, ça ne nous a pas troublés outre mesure. Ouais. Et vous aviez des chantiers en cours? Quelques chantiers en cours qui ont été arrêtés quelques mois, mais ce sont des grands chantiers. Et en réalité, dans une agence comme la nôtre, avec autant de projets simultanés, il y a beaucoup d'études aussi. Et les études, par définition, elles peuvent continuer à fonctionner en mode confinement, alors que les chantiers, effectivement, doivent s'arrêter. Vous travaillez avec des majors type Eiffage, Vinci, puisque vous avez de gros projets, j'imagine que vous travaillez avec des gros aussi.
Nécessairement. Le fait des marchés publics fait que, en France par exemple, les grandes entreprises sont incontournables et donc effectivement on est amené à travailler avec beaucoup de grandes entreprises ou de grands promoteurs. Oui. Alors on va rentrer dans vos projets. Je ressens une forte évolution dans votre facture, et ce qui paraît somme toute normal compte tenu des 3 décennies d'existence d'Art & Built. Je souhaiterais que vous parliez de vos projets à la lumière de 3 autres thématiques que vous affectionnez. Architecture du vide, le devoir d'innovation, l'inspiration du vivant. Bien évidemment, je ne peux que louer ces leitmotifs. Comment, en quelque sorte, sculpter le vide et le rendre habitable ? Comment innover ? Car si aujourd'hui l'on communique sans arrêt sur l'innovation, il ne suffit pas de le dire. L'inspiration du vivant, elle, marque notre époque fortement avec un détachement de la ville minérale en faveur d'une reconnexion à la nature, tout simplement. Mais ce qui reste simple à exprimer ne l'est pas forcément dans la réalisation. À travers des exemples puisés dans votre production architecturale, pouvez-vous développer donc ces thèmes qui vous sont chers ? C'est vrai que les thématiques sont importantes parce qu'elles définissent l'ADN de nos projets. Comme je vous ai dit, même si les projets sont très différents en 30 ans, très très différents, dans des secteurs différents, dans des tailles différentes, en réalité, il y a une et même philosophie, c'est-à-dire que chaque projet est différent, mais il y a un socle commun. Et le socle commun, c'est effectivement l'attitude que nous avons par rapport aux sujets qui nous sont proposés. Quand je parle d'architecture du vide, c'est vrai que ça m'importe parce que je considère que ce qui est important, c'est pas le construit, c'est pas ce qui est en dur, ce qui est bâti. Ce qui est important, c'est le vide, c'est-à-dire le creux, là où les gens se rencontrent, interagissent, et l'extérieur, la perception qu'on a du bâtiment ou la perception qu'on a à l'intérieur, et l'épanouissement individuel et collectif au sein de ce que nous construisons dans un bâtiment ou dans une ville. Et bien sûr, la qualité du vide ou du creux dépend de l'architecture et de la qualité de l'architecture. Mais se dire qu'on réfléchit d'abord de l'impact qu'on a sur le bien-être des gens, c'est une attitude plus humble et peut-être plus féminine que masculine de l'architecture qui veut absolument faire une œuvre d'art. Je pense qu'on n'a jamais cette attitude de vouloir faire des œuvres d'art. On a plutôt l'attitude de répondre à un usage, répondre à un besoin, avoir que ça ait du sens au niveau social, au niveau impact écologique, etc. Donc voilà, l'architecture du vide, pour moi, c'est ça. Le vide devient matière ? Le vide devient matière, et effectivement, c'est la vie qui se déploie à l'intérieur de ce vide qui est importante. Quant à l'innovation, c'est vrai qu'on a depuis toujours, au sein de l'agence, considérer que chaque projet était un laboratoire de recherche, une opportunité pour essayer de mettre le curseur du développement durable le plus haut possible. Et on a toujours utilisé, et l'opportunité des grands projets évidemment est d'autant plus impactante, qu'on s'est évertué à trouver des solutions innovantes par rapport à des problématiques particulières. Je pense par exemple au traitement des eaux usées dans un bâtiment de 75 000 m², où on s'est évertué à chercher à concevoir une machine pour traiter les eaux usées au travers d'un jardin intérieur, et à convaincre surtout, parce que l'innovation, c'est pas tellement de le concevoir ou de le penser, c'est aussi de mener toute une série de gens vers cette innovation, les convaincre et les accompagner dans cette innovation. Et donc, c'est un thème qui est récurrent, et ces 10 dernières années, on l'a même concrétisé au travers d'un laboratoire de recherche et développement au sein de l'agence. C'est-à-dire qu'on consacre une partie des heures que les collaborateurs passent à faire de la recherche pure, parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer, et que ce rôle, l'impact que nous avons sur l'environnement, c'est une responsabilité énorme. Alors la responsabilité, elle est collective, mais elle commence par celui qui prescrit, qui conçoit. Chaque geste que nous posons a un impact sur l'environnement, sur la vie, sur le social. Et donc, nous essayons de construire effectivement des projets de recherche qui vont chercher qui chez les industriels, qui chez les biologistes, qui autour, dans des disciplines différentes, des partenaires qui nous permettent de nourrir ces projets de recherche pour que ces projets de recherche soient utiles.
pour nos projets et pour les gens qui ont l'usage de nos bâtiments. Et en fait, quand vous dites que vous fonctionnez comme un laboratoire, donc vous testez les matériaux, vous faites pousser des plantes, je dis peut-être n'importe quoi, mais bien vous pouvez peut-être l'illustrer. Oui, c'est vraiment d'abord une conviction ou une intuition, je dirais. Intuition, on vient de lancer une collection de petits ouvrages qui s'appelle Intuition, parce qu'en réalité, nous, comme architectes et comme concepteurs, on a des intuitions et après, on ne fait que vérifier nos intuitions et essayer de les transformer en réalité. Et donc, je vous ai parlé du traitement des eaux usées, mais je pourrais vous parler, par exemple, des protections solaires à mémoire de forme, qui sont des fleurs qui s'ouvrent et qui se ferment uniquement par l'apport solaire, parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle un bilame, c'est-à-dire un matériau à mémoire de forme qui s'ouvre et qui se referme en fonction de la chaleur. Mais il réagit à la chaleur. Voilà, qui réagit à la chaleur. Et ça, c'était une intuition. Et puis, on l'a proposé dans un projet, puis dans un second. Et puis, pour finir, il faut que ça devienne une réalité. Donc, on a intéressé un industriel à nous accompagner. On a fait des tests, on a fait des prototypes qu'on a exposés. Et puis, pour finir, on a un projet, par exemple, comme le Centre international de recherche contre le cancer à Lyon, dans lequel on va l'appliquer. Et donc, ça peut être coloré, Oui. Oui, ça a un côté psychédélique. Ça pourrait, en tout cas. Oui. Ça pourrait. Je dirais que... Quand vous le décrivez. Je dirais qu'ici, on est plutôt dans la vérité de la technologie et de la matière. Bon, rien n'empêche d'en faire quelque chose de décoratif, mais c'est pas le but en soi. Le but, c'est que ça ait du sens au niveau... c'est-à-dire d'avoir un dispositif qui s'affranchit de l'énergie pour fonctionner, qui est donc passif, une protection passive. Mais qui peut représenter un apport esthétique, j'imagine. En tout cas métaphorique, c'est-à-dire que comme là on l'a dessiné comme des fleurs, voilà, c'est le rapport à la nature, c'est le rapport au fait, comme je dis souvent, la nature n'a pas attendu les architectes et les ingénieurs pour concevoir des formes idéales, parfaitement adaptées à un contexte et à un usage. C'est ça, c'est s'inspirer de la nature, c'est faire des éléments qui fonctionnent, qui utilisent le moins de matière possible, mais pour avoir un impact le plus positif. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous pensons que les scientifiques, et on l'a vu encore avec la crise sanitaire qu'on vient d'avoir, ont pas mal de réflexions et de solutions, et qu'il suffit d'aller les trouver et de les rencontrer et de les faire participer à nos projets pour avoir des solutions, pour proposer ou pour traduire dans l'architecture des solutions qui ont du sens. Donc s'inspirer de la nature, ça veut tout et ça veut rien dire, mais par exemple quand on parle de biophilie, par exemple, qui est un sujet que tout le monde utilise aujourd'hui, et qui est le principe d'avoir un impact positif sur son organisme du fait de la perception du naturel, c'est comment dire, ça, c'est de tout temps que c'est quelque chose. Mais par contre, aujourd'hui, c'est objectivé par les scientifiques. Ils savent mesurer l'impact que ça a sur le bien-être. Et donc, avoir de la lumière naturelle dans son espace de travail plutôt que de la lumière artificielle, ça a un impact positif. Le végétal, la même chose. Et donc, aujourd'hui, les scientifiques apportent des réponses à des solutions qu'on avait intuitivement depuis toujours. Moi, je me souviens que dans les grands immeubles de bureaux qu'on faisait déjà il y a 15 ans au sein de l'agence, on développait cette notion de lumière naturelle dans tous les plateaux de bureaux. On développait cette notion d'espace non strictement nécessaire, juste pour la rencontre, le bien-être. On n'a pas le monopole de ça, c'est juste qu'on a une certaine cohérence par rapport à ce que nous faisons depuis toujours. Vous êtes arrivé à Paris grâce à un projet Alors historiquement, ça date d'il y a 20 ans, historiquement on a accompagné des promoteurs belges qui s'intéressaient au territoire parisien au départ. C'est comme ça que l'histoire est venue, et puis... Et puis après on s'est installé, on a développé des projets ici, par exemple à Gennevilliers, et puis on s'est intéressé au secteur de la santé dans lequel on avait une certaine expertise, et puis avec une certaine réussite. Et voilà, aujourd'hui on fait des projets dans toute la France, D'accord. Dans tous les secteurs. Et vous avez des projets emblématiques que vous pouvez citer à Paris pour nous
nos auditeurs. Mais à Paris, dans les projets réalisés, je parlerai de Carré 92, qui est un business park qui se trouve à Gennevilliers, dans lequel il y a le siège de Chèque Déjeuner, par exemple, ou le siège de Thales Communication et Sécurité. À Paris intramuros, le projet emblématique de notre savoir-faire, c'est le projet Opalia qu'on a fait Porte d'Ivry dans le 13e arrondissement, qui est un bâtiment en boîte 8 niveaux. Et puis là, on vient de gagner la rénovation et l'extension de l'Institut Curie dans le 5e arrondissement. Voilà. Et puis il y a des projets d'hôtels qui vont sortir dans pas longtemps. D'accord. Et l'Institut Curie, donc c'est vraiment au cœur de Paris. Ça va commencer quand ? ça commence par gagner un concours et puis beaucoup de mois et d'années d'études pour le développer. C'est combien de surface ? Je ne peux pas vous dire combien de surface c'est, parce que c'est un îlot assez vaste, et on s'occupe de la rénovation de l'ensemble, et puis avec une petite extension pour de l'hébergement. Mais c'est un projet assez marquant parce que c'est à la fois notre savoir-faire, la santé, les laboratoires, et puis la partie hébergement dans laquelle on va introduire la notion de construction bois et d'empreinte écologique positive, qui dans le secteur de la santé est plus difficile à faire entrer que dans d'autres secteurs. Le secteur de la santé est assez traditionnel dans sa manière de travailler et de construire, et notamment très réglementé. Réglementé, oui. Surtout, ouais. C'est pas tellement une question de réglementation, à mon sens, c'est plutôt une question c'est valable chez tout le monde, c'est-à-dire de rester sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a toujours fait, et peu importe si on dépense énormément d'énergie inutilement, et alors que maintenant on ne peut plus avoir cette attitude, on est obligé d'avoir une conscience de l'impact qu'on a sur l'environnement, et donc on essaye petit à petit de bouger les lignes, quoi. Donc dans ces projets-là de santé, vous travaillez sur quel type de programme ? Alors on travaille sur des grands programmes parce que... Hospitalier, laboratoire. Hospitalier, laboratoire, mais par exemple on est occupé actuellement, on est occupé depuis 2013 sur l'hôpital de Nantes, qui est le plus grand projet de vous CHU. l'avez, mais c'est avec Jean-Philippe Pargane. Avec Pargane, oui. C'est un très grand projet qui sera inauguré en 2026, donc c'est une histoire longue, 2013-2026, c'est 13 ans. Mais c'est passionnant parce que c'est un projet qui est plus qu'un hôpital, c'est un quartier hospitalier qu'on a conçu comme un quartier avec ses places, ses rues, ses bâtiments séparés des uns des autres, avec la notion de bâtiment désamarrable, c'est-à-dire que si demain on n'a plus besoin d'autant de mètres carrés, plus besoin d'autant d'hébergement, etc., ou bien qu'on doit le transformer il faut envisager la mutation. La mutation, la convertibilité, on l'a vu avec le Covid. Donc ce projet a complètement du sens par rapport à l'évolution de la ville, dont nous disons que la ville est comme un organisme vivant qui est susceptible d'évolution, en évolution permanente en réalité. Ce très gros projet, il se situe à l'endroit de l'Hôtel-Dieu actuel, du CHU. Non, il se situe sur l'île de Nantes. Ah oui, sur l'île de Nantes. C'est tout le redéveloppement de l'île de Nantes. Ça fait partie. Donc vous travaillez avec la Samoa, c'est ça ? Absolument. D'accord. Et donc c'est à peu près en mètres carrés, ça ? C'est 250 000 mètres carrés. En fait, c'est votre plus gros projet ? C'est le plus gros, avec le siège du Parlement européen à Luxembourg qui fait aussi cette taille-là. Et comment vous travaillez avec Jean-Philippe Pargane ? On travaille complètement ensemble. On a construit un plateau projet avec Jean-Philippe Pargade, avec le bureau d'études Artelia et avec l'architecte paysagiste Signe. C'est un groupement de maîtrise d'œuvre avec un plateau projet qu'on a installé, où on a toutes nos équipes qui ont été rassemblées pendant plusieurs années pour faire les études. Ici, on est arrivé au bout des études et le chantier va démarrer. Donc on va maintenant s'orienter vers un plateau projet qui sera installé à Nantes pour suivre le chantier. Alors, votre équipe va déménager à Nantes ? Vous avez déjà anticipé ça ? Ou vous allez recruter sur place ? On sait qu'on va construire un plateau là-bas, et puis que certains vont se déplacer, que d'autres vont être engagés sur place. Et puis voilà. Non, mais peut-être que certains Nantais peuvent déjà
se préparer et se positionner. Absolument. Voilà. Les postes actuellement, on ne les laisse pas courir. Vous avez raison. Voilà. Bon. Alors, pourriez-vous nous parler plus en détail de 2 de vos projets, l'un bruxellois, l'autre parisien? Donc, les docks à Bruxelles, projet mixte d'activités de commerce et de loisirs au nord de Bruxelles, et Opalia Porte d'Ivry, vous l'avez déjà évoqué, immeuble en bois, dans lequel s'est installée la direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris. Ma question serait, pour le premier, s'agit-il à la base d'un programme novateur et revisité d'un centre commercial? Pouvez-vous nous éclairer sur le calendrier du projet et sur les choix formels de votre architecture? Concernant le second, pourriez-vous nous parler des conditions de cette commande, du parti architectural et des solutions bois que vous avez développées? C'est déjà un beau pack de questions. Je peux faire 1 heure sur les 2 sujets. Oui, je vais vous... je vous mais par contre, c'est 2 projets qui sont assez emblématiques de notre manière de fonctionner. C'est-à-dire l'attitude que nous avons par rapport au projet. Le projet Docks Bruxelles, c'est effectivement un centre mixte, commerce, activité, loisirs. Mais au départ, c'est pas ça la demande. Au départ, c'est un acteur de l'immobilier retail qui vient chez nous en disant on a identifié au nord de Bruxelles un manque d'infrastructures commerciales et nous souhaitons nous positionner sur un terrain qui est une ancienne friche, qui est une friche industrielle en bordure du canal. Et classiquement, il aurait voulu qu'on fasse un retail park comme on voit en périphérie des villes. Et nous avons travaillé avec lui pour définir mieux ce programme et l'upgrader parce que, il fallait attirer du monde dans une zone qui était très peu sexy, très peu attractive. Et 2, il fallait aussi faire un projet qui puisse attirer des enseignes qualitatives. Et puis 3, il fallait aussi convaincre les autorités que construire ce projet à cet endroit-là avait du sens et en tout cas, on pouvait obtenir les permis. Donc on a commencé cette aventure en 2006, on a livré le bâtiment en 2016, ça a mis 10 ans. Mais en réalité, 3 ans de chantier. Donc 7 ans pour obtenir les permis, convaincre et porter un projet qui était volontairement audacieux et ambitieux dans toutes ses dimensions, parce qu'il y a multicouches. Et d'abord, c'est un site industriel, c'est le premier bassin industriel bruxellois. Donc il y avait un côté patrimoine industriel. Que vous avez préservé. Qu'on a préservé en partie. Et donc, il y a eu toute une étude sur le patrimoine de ce fait-là, donc avec des acteurs locaux qui étaient très attentifs à ce qu'on allait en faire. Donc, on a préservé une partie des bâtiments. Il y a toute la mémoire du site. Il y a un musée qui a été installé dans un des bâtiments. Donc, ça, c'est déjà un sujet. Et puis, il y a tout l'aspect commercial. Et puis, nous avons greffé à cela la question de l'ambition environnementale. En 2006, on n'était pas encore aussi loin que ça sur ces aspects-là, mais on a dit il faut que ce bâtiment soit exemplaire en termes d'empreinte écologique. Et donc, on a travaillé sur ces notions d'empreinte écologique. Et donc, on a, au fil du temps, greffé toute une série de dispositifs qui en font effectivement un projet atypique. Je reviendrai sur l'aspect commercial après, mais atypique en termes d'empreinte écologique, par exemple, parce que toutes les zones dans lesquelles on circule, ce qu'on appelle un mall, toutes les zones dans lesquelles on circule, c'est comme des places et des rues avec des bâtiments qui le bordent. C'est vraiment comme un morceau de quartier qu'on a construit. Et toutes ces rues et places ont été couvertes d'une très grande verrière, mais en étant à l'air libre. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas climatiser ces espaces inutilement. Donc on a mis le chaland à l'abri des intempéries, mais on est en ambiance extérieure. C'est un peu le palais de cristal revisité. si vous voulez, mais c'est vrai que ça donne, je dirais que ça donne une échelle et une dimension, notamment en termes de lumière naturelle, qui est absolument exceptionnelle et qui en fait, je ne sais pas si vous êtes adepte des centres commerciaux, mais les centres commerciaux sont plutôt fermés sur eux-mêmes, introvertis, c'est assez angoissant. Et ici, on est vraiment dans un espace très très ouvert, très grand et très aéré. Et en termes d'expérience, c'est assez unique. En tout cas, c'est assez unique dans cette partie de l'Europe. Quand on est dans des
en Espagne ou en Italie, on a plus l'habitude d'ouvrir et d'avoir une ventilation naturelle, mais ici c'était particulier. Et puis on a dû se confronter, quand je parlais d'innovation et de convaincre les acteurs, à un moment on a été confronté aux commerciaux, c'est-à-dire ceux qui vendent les cellules commerciales. Et là, on était complètement hors standard de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, on a eu des débats homériques sur la pertinence de telle ou telle manière de faire. Mais on a résisté, et le promoteur a résisté avec nous. C'est-à-dire qu'il était acteur du changement, et il nous a suivis dans cette voie. Et avec raison, parce qu'il a commercialisé 100% de son site rapidement, et il a revendu le projet à des Canadiens à un très bon prix. Donc ça avait du sens. Mais donc on est venu d'un retail park au départ, et on est sorti avec un projet de 60 000 m², très complexe, avec des cinémas, des restaurants, de l'événementiel, voilà. Et alors en termes écologiques, pour terminer, une des choses qu'on a proposées et qu'on a implémentées dans le projet, il se fait qu'on est à quelques centaines de mètres d'un incinérateur. Un incinérateur du nord de Bruxelles, c'est-à-dire qui fait l'incinération de tous les déchets de la ville. Et cet incinérateur jetait de l'eau chaude dans le canal. Et comme il ne pouvait pas, de par la loi, jeter cette eau chaude dans le canal, il devait dépenser de l'énergie pour la refroidir. Donc on a dit, nous, on va récupérer cette chaleur, on va tirer une canalisation qui va alimenter le centre commercial, et donc le centre commercial fonctionne uniquement grâce à la chaleur récupérée de l'incinérateur qui est tout proche. Donc on est là dans la notion de recyclage et d'économie circulaire qui nous est chère. Pour terminer, ce qui unifie l'ensemble, c'est l'architecture du paysage, d'une part, et la grande verrière qui couvre l'ensemble des espaces. Vous avez travaillé sur des thématiques, j'imagine ? Les thématiques, c'est surtout je dirais, moi je suis attaché à travailler la matérialité, c'est-à-dire travailler des matériaux naturels. On a travaillé avec la terracotta, avec le bois, le métal. On avait la référence à l'industriel, donc voilà, on a joué avec tous ces codes-là et ça fait un mix qui est issu du processus. Moi, je suis pour la qualité du processus. D'abord, des projets de cette ampleur-là, c'est des projets de processus dans lesquels il y a énormément de gens qui impactent. C'est pour ça que je parle souvent d'intelligence collective, parce que chaque personne qui impacte le projet tout au long des 13 ans transmet dans ce projet son intelligence, et c'est le fruit de toute cette intelligence qui fait la qualité du projet. Donc le processus est très important. Opalia, donc porte d'Ivry, immeuble en bois dans lequel s'est installée la direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris. Pourriez-vous nous parler des conditions de cette commande, du parti architectural et des solutions bois que vous avez développées ? Alors, Opalia, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un marqueur de notre histoire aussi. Au départ, c'est un de nos clients promoteurs belges qui s'intéresse à un terrain assez ingrat en bordure du périphérique, dans le 13e, Port d'Ivry, avenue de la Porte d'Ivry. Tout petit terrain. Et la CEMAPA, qui organise le territoire à cet endroit-là, lui impose d'organiser un concours d'architecture. Donc il choisit 3 architectes pour faire ce concours. Et puis ce terrain est minuscule, il veut y mettre des bureaux. Il y a évidemment la contrainte du terrain, la contrainte de la proximité d'un bâtiment résidentiel, la contrainte de la dénivellation, et puis il y a surtout la contrainte du périphérique, avec sa pollution sonore, air, la façade est plein sud, enfin bon, il y a pas mal de contraintes. En plus de la réglementation urbanistique. Et donc, ça nous amuse beaucoup. Et puis, il y a par-dessus tout un cahier des charges environnementales que Franck Goutet avait établi, qui était assez ambitieux. Donc, tout l'un dans l'autre fait qu'on s'est pris au jeu et on a été inspiré. Et comme on étudiait depuis déjà quelques années la construction bois au travers du CLT, l'utilisation du CLT dans la construction comme alternative vertueuse à la construction traditionnelle, on s'est dit on va en faire une expérience réelle. Enfin, on va appliquer ce que nous avons déjà étudié dans ce projet. Et il se fait que la ville de Paris a emboîté le pas. C'était Dominique Alba à l'époque qui a dit, mais monsieur le promoteur, est-ce que
est-ce que si on choisit ce projet, vous vous engagez à construire ce bâtiment en bois? Et donc il a accepté le défi, mais il ne savait pas dans quoi il s'embarquait, parce que ça sortait de sa zone de confort. Et donc on a ensemble appris, je dirais, le réel de ce que c'était. À l'époque, on ne parlait pas de mutation du marché de l'immobilier et de la construction dans ce sens-là, mais il y avait des intuitions, de nouveau, il y avait cette idée qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer en termes d'empreinte écologique. Et donc, on a construit le premier bâtiment de grande hauteur, puisqu'il fait 8 niveaux, en construction bois intégrale, plancher, poutre, façade, avec une double peau qui protège du soleil et aussi des nuisances du périphérique. Mais c'était une expérience vraiment très enrichissante. Et derrière, il y a une vraie mutation, parce qu'on nous avait dit, on fera jamais, vous avez gagné avec une construction bois, mais vous le ferez jamais parce que le marché n'est pas mûr. Et en réalité, le marché était complètement mûr. On est tombé au bon moment. Et notre satisfaction, c'est que effectivement, la direction des bâtiments publics et architecture de la ville de Paris s'est installée dedans, parce qu'elle a considéré que c'était exemplaire, emblématique, et qu'elle pouvait en faire son flagship. Mais en plus, ils le vivent de l'intérieur et sont très très contents d'y vivre. Tous les collaborateurs sont ravis d'être dans cet environnement, à la fois avec le bois parent, avec une quiétude, alors qu'on est en bordure du périphérique, mais une quiétude extraordinaire, beaucoup de lumière naturelle, peu de bruit, des terrasses végétalisées, etc. Et donc, voilà, c'est un moment important de notre histoire, de notre développement. Alors, la structure en bois, elle est fabriquée dans quelle essence ? Enfin, à partir de quelle essence ? C'est des bois, si je ne me trompe, du centre, qui viennent du centre de la France, qui sont donc assez proches. C'est une entreprise qui s'appelle Briand qui a fabriqué toute la structure bois. Alors, ce qui est intéressant avec le bois, c'est qu'il y a une espèce de grande préparation en atelier, puisqu'il y a de la préfabrication, et puis un montage très très rapide sur site. Alors on le savait intuitivement, mais on l'a vérifié dans les faits, puisque au moment où on a décidé, au moment où il s'est agi de monter les niveaux, ça a été très 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 rapide. Et donc ça nous a appris à ne pas être non plus trop ferme sur la notion de 100% bois, parce que on voit bien que dans certaines conditions, il faut faire des mariages intelligents entre les matériaux, et que par exemple, pour avoir des hauteurs sous plafond suffisantes à certains endroits, mais on marie le bois avec du métal, et c'est la combinaison intelligente des matériaux qui est intéressante, le côté hybride. L'expérience est en tout cas concluante, et puis derrière, on a beaucoup de projets en développement, dont c'est le système constructif qui est proposé, soit imposé par les autorités, soit simplement choisi par le promoteur. Ça vous a servi de modèle, en quelque sorte. Certainement. Mais en réalité, tous nos projets sont des, comme j'ai dit au début, tous nos projets sont quelque part des laboratoires de recherche, et comme on a tendance, comme pour Docs, à réinventer, à faire autrement pour faire mieux, pour faire mieux pour l'usage, mais aussi pour la planète, c'est à chaque fois quelque chose d'expérimental à tous les coups, quoi. La façade, je crois que c'est un parement de bois Alors, la façade sur rue. Alors la façade sur rue, c'est une double peau en verre. C'est une double peau en verre. Donc le principe du bois, c'est d'abord une question d'empreinte carbone, c'est-à-dire construire. Le bois remplace un matériau comme le béton, par exemple. Donc toute la façade est en bois, mais dans ce cas-ci, elle est doublée d'une façade en verre pour protéger l'intérieur du bruit. Avec une double peau, on s'isole mieux. Et pour ventiler naturellement la façade, c'est une façade ventilée, donc elle est ouverte à toute une série d'endroits, et donc elle est ventilée naturellement. Mais on essaye d'éviter le bois qui est soumis aux intempéries, qui vieillit mal, etc. Ça arrive, mais Alors, est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs les avantages du bois
par rapport à du béton ou de la structure métallique? Qu'est-ce Ben, que ça apporte concrètement? Alors concrètement, le bois, c'est d'abord une question d'empreinte carbone, hein, c'est-à-dire faire en sorte que le taux de CO2 émis soit moindre, et puis d'entretenir les forêts qui sont quand même le poumon de notre planète. C'est la question de la convertibilité, c'est-à-dire la préfabrication des matériaux fait que les éléments sont montés et peuvent être démontés, c'est-à-dire qu'un bâtiment peut être recyclé. Et les éléments, les matériaux, plutôt que d'être détruits, concassés et jetés et stockés quelque part, ils peuvent être recyclés. C'est la question de la biophilie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect du bois apparent qui fait qu'il y a un bien-être sur l'organisme. C'est la question de la pénibilité des ouvriers sur chantier, un chantier qui est comme ça sec et qui va très vite et où tout est préfabriqué en atelier, c'est beaucoup moins pénible pour les ouvriers. Et le coût de la matière elle-même, c'est un sujet ou pas? Alors pour moi, c'est pas un sujet. Pourquoi ? Parce que, et je vais vous raconter une anecdote, c'est pas un sujet dès lors que le marché se met au diapason. C'est-à-dire que quand personne ne construisait des grands bâtiments en bois, ça coûtait cher de le faire. À partir du moment où on a quelque part imposé ou généralisé dans toutes les villes de France et que les grandes entreprises se sont mis au diapason de ce qui devenait une nécessité, ou une imposition ou une nécessité, à ce moment-là, les prix se mettent aussi au diapason. On a vécu ça, nous, en Belgique, avec les bâtiments passifs. Quand les autorités ont imposé les bâtiments passifs pour les immeubles de bureaux, le marché a dit « Ouh là là, ça va coûter beaucoup plus cher ». À partir du moment où c'était une imposition et que tout le monde s'est mis au diapason, aujourd'hui, on construit passif et ça coûte le même prix que ce que ça coûtait à l'époque. Et dernière question sur ce sujet, la pérennité, à votre avis, est-ce que il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un architecte qui est à Pignon-sur-Rue, en France, qui me dit « Ah, on va bien rigoler dans 20 ans ». Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors j'ai envie de dire, on a toujours construit en bois. Ouais, Et il y a des bâtiments remarquables qui sont construits en bois et qui sont toujours debout. Et même Venise. La question de la pérennité, elle est absurde parce que tous les matériaux vieillissent. Tous les matériaux vieillissent. Je veux dire, le pont à Vérone qui s'est écroulé parce que le béton s'est désagrégé, je veux dire, on peut en rire aussi. Tous les matériaux ont des qualités, tous les matériaux ont des spécificités, des faiblesses, et voilà. Et il faut connaître les matériaux, il faut les utiliser à bon escient et pas à mauvais escient. Il n'y a pas de raison qu'un bâtiment en bois soit moins pérenne qu'un autre. Votre dernier leitmotiv est celui de la transmission du savoir. Est-ce en rapport avec la jeune génération ? Pour conclure, qu'auriez-vous à dire aux actuels étudiants en école d'architecture ? Alors, la transmission du savoir, je l'ai emprunté à Jacques Attali, qui dit « La transmission du savoir est la condition du progrès ». Quand j'ai lu cette phrase dans un de ses livres il y a une dizaine d'années, je me suis approprié cette phrase parce que je crois fondamentalement, au même titre que je pense que l'architecture ou la conception du cadre de vie ou de la ville est un processus collectif, d'intelligence collective, au même titre, plus on partage notre savoir, notre connaissance, notre savoir-faire, nos recherches, plus on les partage, plus on s'enrichit parce que les autres partagent aussi. Et donc, depuis 2008-2009, nous avons souhaité organiser des grandes conférences pour essayer de sortir le secteur traditionnel de la construction et de l'immobilier de sa zone de confort et de ce qu'il a l'habitude de faire et d'entendre, en allant chercher des personnages qui, justement, élèvent le débat à un autre niveau. Et le premier qu'on avait invité, c'était Michael Braungart, qui personne ne connaissait, et qui parlait de Cradle to Cradle. C'est lui qui a mis ça en place. Personne ne connaissait ça, ni en Belgique, ni en France. Et on l'a invité à venir parler de cela, et ça a, je dirais, fait un électrochoc au sein du secteur. Et donc, régulièrement,
on organise des grandes conférences. J'avais invité Jacques Attali. Dans un autre registre, j'avais invité Oraito, dans un tout autre registre. Mais c'était pour varier les plaisirs. Et puis, on a continué. Aujourd'hui, on fait un cycle de conférences qu'on appelle le Champ des possibles. On a invité récemment Carlos Moreno, par exemple, ou Yves Weynan, qui est le directeur du pôle de recherche sur le bois, la construction bois à l'EPFL. Vous faites ça à Bruxelles ? À Bruxelles, à Paris. On a fait à Paris. On va en faire une à Paris début de l'année prochaine. En novembre dernier, on a fêté nos 30 ans au musée d'histoire naturelle à Paris. Et on avait invité Bertrand Piccard, par exemple, qui parle pas du tout d'architecture ni d'immobilier, mais qui, pour moi, incarne la notion d'exploration et d'innovation pour se dire, voilà, ce qui n'était pas possible à ce moment-là, et on l'a rendu possible à force de conviction et d'entraîner tout le monde dans un sillage qu'on a tracé. Donc c'était assez inspirant et donc c'est important pour nous de réunir comme ça tout le monde autour de cette notion-là pour partager, parce que on ne peut pas faire de l'innovation ou inventer de nouveaux codes si on le fait seul dans notre coin. On est obligé d'agréger tout le monde autour des mêmes convictions. Et puis, c'est une responsabilité que tout le monde a. On a une responsabilité collective par rapport à notre impact sur la planète. Et on ne peut pas... On agir tout seul dans votre coin. Non. Ouais. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'on était signataire on a initié la version française de Architectes Declare en disant mettons-nous tous ensemble pour aussi signer cet engagement des architectes à faire en sorte que demain on construise autrement que... Vous parlez de la frugalité heureuse, non ? C'est pas ça. C'est une autre manière de faire. On est aussi signataire de la frugalité heureuse parce que toute initiative est bonne à prendre. Enfin, en réalité, et Philippe Madec est tout à fait pertinent dans son discours. Et voilà, on a une responsabilité. Chaque geste que nous posons dans l'espace, dans la ville, chaque concept que nous développons a un impact sur la vie des gens, sur l'environnement, sur le social, sur le culturel. Et donc, il faut être conscient de cet impact. Bien sûr. Alors, le dernier mot, peut-être pour les étudiants en école d'architecture, enfin, en tout cas pour la génération future. Oui, alors les étudiants ou les jeunes, parce que tout à l'heure vous disiez la transmission du savoir, ça s'adresse aux jeunes générations. En réalité, les jeunes générations, je le remarque avec mes enfants, mes propres enfants, n'ont pas besoin de nous pour leur dire ce qu'ils doivent apprendre ou pas apprendre, parce qu'ils sont tellement connectés, tellement curieux de tout, qu'ils ont accès à une connaissance que nous n'avions pas et qui est inouïe. Donc aujourd'hui, les jeunes étudiants en architecture, quand on me pose la question, je dis voyager, allez voir ailleurs, rencontrer, faites 1000 choses, mais ne croyez pas que le métier d'architecte est un idéal absolu et un but en soi. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience de notre valeur ajoutée et essayer de la porter partout où on peut collaborer sur des projets. Écoutez, merci beaucoup David. On va se retrouver très très bientôt pour une petite interview en anglais. Mais merci pour votre témoignage. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.